La question que nous posons, c'est comment recruter sans discriminer. En fait, recruter sans discriminer, eh bien, ça ne va pas de soi. En fait, ça s'apprend et il faut se doter d'outils et de règles de fonctionnement pour parvenir à le faire. La discrimination en France, elle est encadrée, et dans d'autres pays aussi, elle est encadrée par la loi. Et donc, dans les plus de 20 critères de discrimination, il y a celles qui concernent le sexe, c'est-à-dire femmes et hommes. Ces critères s'appliquent à plusieurs domaines, dont le domaine du travail, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Pour être certain et certaine de ne pas discriminer, il faut pouvoir, à chaque étape d'une embauche, d'un recrutement, il faut pouvoir se poser la question et mettre en place des actions spécifiques. À chaque étape, c'est-à-dire qu'on va commencer par la détermination du poste, comment nous allons nommer ce poste, et il faut décortiquer toutes les étapes jusqu'à l'intégration des personnes dans l'entreprise. Ça va jusque-là. Pour ne pas discriminer, on va bien sûr prendre en compte le langage. Effectivement, dans un intitulé de poste, par exemple, si on met technicien et puis entre parenthèses HF, c'est assez peu parlant pour beaucoup de gens. Si on met technicien homme-femme, ou mieux femme-homme, déjà on est plus explicite. Et si on va encore plus loin et qu'on met technicien, technicienne, ou encore mieux, technicienne, technicien, des observations ont montré que les résultats du nombre de personnes qui se candidatent n'est pas le même. C'est-à-dire que pour se projeter dans un poste, il faut pouvoir s'identifier déjà au niveau du langage. Bien sûr, on va se poser la question des lieux de diffusion de cette annonce. Si un poste, si un emploi est très féminisé ou très masculin et que on diffuse cette annonce dans des lieux qui renforcent cette inégalité, cette différence entre les femmes et les hommes au niveau du nombre, bien sûr, on va avoir des candidats qui vont être surreprésentés dans le sexe qui est déjà surreprésenté dans notre entreprise ou dans notre collectivité sur ce poste. Bien entendu, la question du tri des CV va être quelque chose de très important et c'est quand même pas anodin que dans certaines entreprises, quand on compte le pourcentage d'hommes et de femmes de CV reçus et que l'on compte ensuite le nombre de personnes qui sont invitées à un entretien d'embauche, on a une déperdition très importante des femmes. Je recommande aux entreprises et à toute personne dans la fonction publique qui réalise des embauches de noter le pourcentage femmes-hommes de CV reçus et le pourcentage de personnes retenues pour déjà les entretiens d'embauche. Parce que là, il y a déjà une grande déperdition pour des raisons qui ne sont pas des raisons de compétences professionnelles, mais qui sont des raisons liées au sexe, même si les personnes qui font cette différence ne s'en sont pas toujours forcément aperçues. Ensuite, un des grands moments, évidemment, c'est l'entretien d'embauche. Et là, il faut absolument se former, faire des simulations d'entretien pour ne pas être discriminant. Dans le langage, ne pas être discriminant sur des questions qui sont interdites par la loi, tout simplement. Demander à un homme ou une femme, mais c'est plus souvent demandé aux femmes qu'aux hommes, ça aussi, ça a été mesuré, si elles ont des enfants ou si elles comptent en avoir ou quels sont leur statut matrimonial, etc. C'est interdit par la loi, c'est tout simplement interdit. Et puis, la façon de présenter les choses aussi a son importance. Toutes les remarques concernant la façon dont on s'habille,
sont également tout à fait inappropriées, ça n'a rien à voir avec les compétences. On sait par exemple que les femmes qui sont en surpoids ont beaucoup plus de mal de trouver du travail que les hommes ou que les femmes plus minces, et que ça aussi c'est un facteur de discrimination qui est plus souvent retenu, observé concernant les femmes que les hommes. Dans les questions, mais aussi dans la façon dont présenter le poste, il y a certaines choses qui, sans être illégales, ne sont pas favorables aux femmes. Je vais vous donner 2 exemples. Si on dit bon niveau d'anglais, la majorité des hommes vont décoder « bon, j'ai eu le bac, il y avait de l'anglais au bac, bon, j'étais pas très mauvais, ça devrait aller ». Donc ce n'est pas un frein. Les hommes, dans ce cas-là, se candidatent. Les femmes raisonnent autrement et par exemple, si elles ne sont pas bilingues, elles ne vont pas y aller. Elles vont elles-mêmes se mettre un frein. Donc mettre bon niveau d'anglais, ce n'est pas illégal, mais si on ne précise pas le niveau attendu, les femmes s'auto-censureront elles-mêmes. Un autre exemple que j'aimerais donner parce qu'il est très fréquent, c'est disponibilité. Disponibilité souhaitée pour ce poste. La majorité des hommes, ça ne va pas être un frein pour eux, ils vont se candidater. Pour les femmes, elles vont entendre grande disponibilité et ça va être un frein pour elles pour se candidater. Dans une entreprise où je suis intervenue, il y avait marqué grande disponibilité et en fait, en creusant, il y avait 2 salons dans l'année, un week-end à l'autre bout de la France. Et donc, il faut être plus précis parce que grande disponibilité, c'est un frein pour les femmes pour se candidater, mais si on est précis, ça peut ne pas l'être. Ce que je dis aux entreprises et aux collectivités, c'est si on s'attache aux compétences, si on a des outils, c'est-à-dire une grille de compétences où quand on reçoit les personnes, on renseigne cette grille et on additionne les points à la fin, on a beaucoup plus de chances d'embaucher selon les compétences et on sera plus juste que si on n'a pas les bons outils. Embaucher et recruter sans discriminer les femmes, ça s'apprend et il faut avoir les outils appropriés pour être sûr d'y parvenir. Join the movement for workplace equality. Use the Penelope Toolkit and make a difference today.